va vous traiter de complotiste, sans doute. Non, c'est assez factuel, mais... c'est très factuel ce que je dis. C'est d'un côté beaucoup d'argent distribué grâce à la signature d'Emmanuel Macron, et des noms et de l'autre des dons. Donc, ça comme vous voulez. Moi, j'ai découvert avec une certaine stupéfaction que dans une vente comme celle de Alstom, 12,5 milliards d'euros, il y avait eu environ 500 millions d'euros d'honoraires. Mais 500 millions d'euros, c'est quand même un ruissellement considérable. C'est beaucoup d'argent. Il n'y a pas de projet industriel dans notre pays pour ce prix-là, quoi. On ne construit plus une usine pour 500 millions d'euros. Ça ne se fait pas, ça n'existe plus en France. Par contre, on peut vendre une grande entreprise pour 500 millions d'euros d'honoraires de conseil. Derrière, il y a eu Alcatel, qui s'est vendu 15 milliards, donc encore plus d'argent, je suppose. Il y a eu Technip, il y a eu Lafarge, etc. Et ces ventes ont eu lieu grâce à la signature d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si le ministre de l'économie n'avait pas pris la décision d'accorder l'autorisation, la vente ne se faisait pas. Donc les success fees d'un certain nombre de personnes ne tombaient pas. J'ai trouvé dans un numéro de Marianne qui avait épluché les Macron Leaks qu'un certain nombre d'associés d'entreprises qui avaient bénéficié de ces success fees, de ces 500 millions d'euros, entre autres, puisqu'il y a eu d'autres opérations, étaient parmi les premiers donateurs de la campagne Macron. Ce rapprochement, effectivement, pose évidemment problème. Bien sûr. On va vous traiter de complotiste, sans doute. Non, c'est assez factuel, c'est très factuel ce que je dis. C'est d'un côté beaucoup d'argent distribué grâce à la signature d'Emmanuel Macron, et des noms et de l'autre des dons. Donc, ça comme vous voulez. Voilà. Et ce qu'il y a d'ailleurs de assez troublant, c'est l'anecdote, mais je le rappelle dans l'introduction de mon livre, c'est que, interrogé sur ces ventes, lors du débat du premier tour de l'élection présidentielle, c'est pas rien, c'est un moment solennel, Emmanuel Macron dit « Non, je n'ai jamais eu à connaître de ces ventes ». Voilà. Donc c'était un petit mensonge en direct. Olivier Marleix, fils du sénateur Marleix. Et on a appris sa disparition aujourd'hui, Olivier Marleix. Il a mis fin à ses jours. Je ne connais pas les circonstances du décès, mais on est tous très tristes parce que c'était quelqu'un qui était profondément attaché à nos convictions, à nos valeurs, qui était un grand spécialiste de ce que c'est que l'industrie et la souveraineté française, toujours élégant dans les combats politiques, élégant dans la vie, quelqu'un qui avait un caractère tempétueux aussi parfois, qui savait affirmer ses convictions. Et moi, j'ai une pensée là aujourd'hui pour toute sa famille, qui est une famille qui est très liée à notre famille politique. Et voilà, c'est très triste d'apprendre ça. On l'a appris juste en rentrant sur le plateau, donc une pensée. Il était président du groupe Les Républicains pendant 2 ans. Fils, on l'a dit, d'Alain Marleix, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Olivier Marleix était un proche de Michel Barnier, tout à fait, politiquement. C'est beaucoup engagé dans les différentes campagnes internes. Je pense aussi aux gens qui sont dans l'Eure-et-Loire, parce que c'était un député d'Eure-et-Loire très connu. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait part de sa réaction. Et il a écrit sur les réseaux sociaux, Nicolas Sarkozy, qui faisait part, bien sûr, de sa tristesse en apprenant la fin de la mort d'Olivier Marleix. Voilà, un député, un soutien fidèle dont l'engagement ne m'a jamais fait défaut. C'était un député passionné, profondément attaché à son territoire, à ses habitants, pensé bien évidemment vers sa famille, ses proches. La France perd aujourd'hui un serviteur exemplaire. Amandine Atalaya, réaction aussi de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Triste d'apprendre la terrible nouvelle de la mort d'Olivier Marleix. Et bien évidemment des pensées pour la famille, les proches et les collègues. Là, c'est une mort vraiment très, très brutale qui choque dans un milieu que l'on sait être aussi impitoyable. Mais mettre fin à ses jours quand on est un responsable politique comme mettre Olivier fin Marleix. à ses jours, oui, c'est extrêmement Il avait 54 ans. Rare dans la classe politique. On a peu de nouvelles comme celle-ci. On se souvient bien sûr tous du suicide de Pierre Bérégovoy. Il y a longtemps de ça, dans les 93. années 90. Voilà, c'était exactement en 1993. Et de fait, ça touche bien au-delà de sa seule famille politique de la droite, avec laquelle il a porté beaucoup de combats, notamment celui récemment des retraites, où il avait dû affronter beaucoup de divisions dans son camp, une période assez bousculée pour lui avant que Laurent Wauquiez ne prenne sa suite à la tête du groupe des députés LR. Et on voit aujourd'hui les hommages se multiplier. Oui, d'ailleurs, à gauche la aussi. Insoumise, à gauche. Le chef de file de LFI, Manuel Bompard, rend hommage à Olivier Marleix, un adversaire politique toujours respectueux, une voix singulière. Et Marine Le Pen également a tenu à rendre hommage à un élu de terrain rigoureux, selon la chef de file des députés RN. Emmanuel Macron aurait mieux fait de se taire. Vous allez me dire, comme d'habitude, certes, mais le 13 juillet, il prononçait ces paroles.
Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Macron est vraiment insupportable. Il joue les gros bras avec les mots et fait le kéké dans ses discours, alors qu'il est absolument incapable, par pure lâcheté, de maintenir la paix civile dans son propre pays, qui voit la barbarie se propager partout et les émeutes se multiplier. Ce qu'écrit Outofnon est très juste, il n'y a rien à redire. Mais dans le contexte actuel, les mots « il faut être craint » prononcés par Emmanuel Macron résonnent avec une connotation plus que négative, parce que les opposants au pouvoir disparaissent les uns après les autres dans des circonstances bien étranges. Oui, ces mots alimentent toutes les rumeurs et toutes les thèses. Omerta. Ça nous a vraiment étonné qu'Éric se soit donné la mort à cet endroit-là. Richard, ancien des forces spéciales et beau-frère d'Éric Denessé. Oui, c'est très étrange la disparition d'Éric Denessé. Je rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, qu'Éric Denessé est un ancien de la DGSE et il était un spécialiste des questions de sécurité. Il avait dénoncé sur les réseaux sociaux et dans des émissions les magouilles des Macronards dans l'affaire Alstom. Un peu comme Olivier Marleix, retrouvé lui aussi mort dans des circonstances très étranges. Vous connaissez en effet la thèse officielle, il aurait mis fin à ses jours suite à des déboires amoureux. C'est ce qui nous est vendu dans la presse aux ordres. Il y a 2 jours, je vous livrais le communiqué du procureur de Chartres. Je l'ai posté intégralement sur les réseaux sociaux, en soulignant un fait qui me paraissait assez incroyable. Je ne vous en ai pas encore parlé, parce que je voulais l'avis des spécialistes. Eh bien, on va lire ce fait qui est absolument étonnant. Dans le communiqué donc que je vous ai livré, à l'étage, un corps sans vie de M. Olivier Marleix était découvert dans la chambre qu'il occupait habituellement. Le corps était pendu à une corde attachée à une poutre située à 2,80. Il s'agissait, selon les techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie et le médecin légiste de l'Institut médico-légal de Rouen, qui a effectué la levée du corps d'une pendaison incomplète. Vous lisez bien, une pendaison incomplète, parce que les pieds touchaient le sol. La question que je me suis posée et que tous se posent, quelqu'un sait-il comment on meurt d'une pendaison incomplète avec les pieds touchant le sol et son téléphone portable dans son caleçon? L'enquête concernant la mort d'Olivier Marleix est clôturée. Oui, comment peut-on mourir avec un portable dans le caleçon alors qu'on aurait pu appeler les secours? Étrange, très étrange. On comprend mieux l'émoi du procureur et des gendarmes. Quant aux spécialistes, ils jugent cette affaire bizarre. Il est très choquant, comme nous le dit Juan Branco, qu'un élu de la République, sans antécédent, travaillant sur des dossiers particulièrement sensibles, ait été retrouvé en caleçon, un téléphone portable accroché, lunettes encore portées et les pieds touchant le sol. Ça, c'est moi qui le rajoute. Pendu, sans qu'un juge d'instruction n'ait été immédiatement désigné. Mais où sont les belles âmes? Où sont les journalistes? Quelle naïveté, j'oubliais. Les journalistes, on le sait bien, travaillent pour Drahi, Xavier Niel, Pigasse, Kretinsky, toute la mafia macroniste et de Terra Nova.